Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous présente Interface, la rencontre inattendue. Bonjour, avez-vous une idée de ce que pourrait se dire si jamais ils se rencontraient? D'un côté, un chirurgien qui opère en mode robotique et de l'autre, un commandant de bord d'Airbus A320 qui pilote son avion de ligne. Non, bien moi non plus. Raison de plus pour les mettre en contact tout de suite. Pour vous, dans Interface, la rencontre inattendue, je vous présente immédiatement notre premier invité. Jean-Marc Bast, bonjour. Bonjour Sylvain. Bienvenue sur le plateau d'Interface, la rencontre inattendue. Naturel de venir sur ce plateau? Vous m'avez dit oui tout de suite? Oui, j'ai dit un, oui, et puis deux, mais en plus j'aime bien ici la librairie. C'est un endroit peu commun, moi j'adore les librairies. Voilà, on adore faire Interface à la librairie L'Armentière, ça tombe bien. Alors, Jean-Marc Bast, vous avez 43 ans, je l'ai dit, vous êtes chirurgien thoracique, formation, vite fait, étudiant de médecine à Bordeaux, puis ensuite vous avez oscillé entre Rouen et Bordeaux pour votre internat et votre clinica. Vous avez passé une année en Australie, beau dépaysement et belle expérience, j'imagine. Vous dites, quand on vous questionne sur le sujet, que l'organisation des soins est très différente de l'organisation en France, mais qu'il y a beaucoup plus d'affectifs en France que là-bas. Pas étonnant, peut-être c'est le monde anglo-saxon davantage qu'ici, là-bas. Ensuite, vous êtes revenu à Rouen pour deux choses, faire de la chirurgie cardiaque et puis monter, enfin restructurer, le terme est plus approprié, restructurer un service de chirurgie thoracique. Bienvenue dans Interface, Jean-Marc Bast. On accueille tout de suite le deuxième invité. Le commandant de bord, Olivier Blanchard, vient de nous rejoindre. Je vous laisse vous saluer peut-être. Bonjour Jean-Marc, enchanté. Olivier Blanchard, alors vous êtes rouennais, comme Jean-Marc Bast également. Quelques éléments de point de repère sur votre parcours professionnel. Vous avez 50 ans, vous êtes bien sûr originaire de Rouen, je l'ai dit. Votre formation, elle est plutôt qualitative, hein, maths sup, maths spé, après un bac C, c'était l'ancêtre du bac S. Vous avez fait l'ENAC, on appelle ça la voie royale, l'École nationale de l'aviation civile. Et puis, manque de peau, au moment où vous êtes prêt à rentrer en compagnie, eh bien, le marché s'est refermé. On n'embauche pas de pilote, et là, c'est 4 ans et demi de, entre guillemets, galère, petit contrat précaire. Vous avez d'ailleurs été instructeur à l'aéroclub de Rouen, et à un moment donné, ça s'ouvre, on est en 97, et là, ça y est, vous rentrez chez Air France, sur Airbus A320, vous êtes commandant de bord 3 ans après, à 32 ans, l'un des plus jeunes commandants de bord de cette époque-là. Voilà, merci messieurs d'être sur ce plateau, Interface, ça commence maintenant. Je vous rappelle les règles que l'on impose, mais alors d'une manière cordiale à nos invités, puisqu'ils les ont acceptées. 1, vous vous questionnez, vous discutez entre vous, je m'efface le plus possible. Puis la deuxième règle, c'est que vous avez accepté d'ailleurs de vous tutoyer. Traditionnellement, je commence comme ça. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui a une question, qui le picote sur l'autre et son univers professionnel? Lequel veut commencer? Olivier, je t'en prie. Voilà, tu l'auras dit, moi je suis bordelais, tu sais. C'est pas qu'une question qui me picote, c'est plusieurs. Donc j'ai préparé quelques questions. La première, en tout cas, c'est, je voulais savoir comment tu préparais, toi, une opération de chirurgie thoracique. Comment est-ce que tu coordonnais les différents intervenants, à l'instar de ce qu'on fait nous quand on fait des briefings et quand on fait une préparation de vol. Et comment est-ce que tu identifies les difficultés au préalable? Alors écoute, c'est une bonne question, Olivier, parce que j'ai été interpellé la semaine dernière à l'Académie de chirurgie pour parler de programmation et pilotage de l'intervention chirurgicale. Donc c'est une question d'actualité. La préparation en chirurgie qui est en train de changer, puisqu'on travaille énormément en amont maintenant. Donc il y a normalement une consultation avec le patient, ensuite tu as un staff pluridisciplinaire pour valider l'indication. La consultation, elle est là pour expliquer les choix que l'on a fait de manière collégiale, donc c'est plus du tout un rapport médecin-malade, c'est rapport équipe médicale-patient. Vous êtes plusieurs chirurgiens prendre une décision ou pas? On peut être plusieurs chirurgiens à prendre la décision, parce qu'une fois qu'on a fait cette consultation et ce staff, on a un staff de programmation la semaine d'avant, là où les chirurgiens se réunissent, où on discute des dossiers. Alors les dossiers très standardisés, il n'y a pas de discussion possible. Les dossiers moins standardisés, il y a une discussion possible. Donc ça, c'est la partie très en amont de la préparation chirurgicale. Et puis après, tu as la partie avant de commencer la chirurgie, où on commence à essayer de standardiser les pratiques comme chez vous. C'est là que ça m'intéresse particulièrement. Voilà, avec, on appelle ça les checklists préopératoires, HAS si tu veux. Moi, j'aime bien appeler ça un briefing. Voilà, parce que je m'inspire un peu de ce monde de l'aéronautique. Voilà. Donc vous ça, avez, je pourrais t'en parler. Oui, on rappelle d'ailleurs pourquoi l'intérêt de vous avoir réunis tous les deux, c'est que de plus en plus la chirurgie est robotisée et vous êtes à distance du patient, vous Jean-Marc, en bloc opératoire, et vous opérez quasiment dans une sorte de cockpit, le cockpit étant bien sûr le quotidien également d'Olivier Blanchard. Oui, enfin d'après ce que j'ai cru comprendre,
on n'en est pas encore au cockpit automatisé comme c'est le cas chez nous. Donc, tu restes un pilote manuel sur toute ton intervention. Ah oui, c'est ça. Le robot, c'est une assistance. Mais c'est vrai que la chirurgie robotique est en train de casser quand même certains codes, et notamment de communication. Et on est obligé de s'intéresser de plus en plus aux facteurs humains, qui étaient des choses qui étaient soit naturelles ou non naturelles pour certains. Mais donc, on est obligé de s'intéresser aux facteurs humains qui, pour vous, est culturel dans votre apprentissage. Quand même. Hein. C'est vrai? Ouais. Jusqu'il y a une bonne... Excusez-moi, pour tous ceux qui nous regardent, on peut rappeler ce que vous appelez le facteur humain? Alors, le facteur humain, c'est la gestion des égos en particulier, mais aussi de toutes les réactions, les émotions, toutes les réactions que peuvent avoir les gens au cours d'un travail, et qui permettent d'éviter des travers avec des comportements inappropriés, de manière à pouvoir augmenter l'efficacité et la sécurité dans le boulot. Je pense que c'est parfait, c'est exactement ça. C'est que dans une activité humaine, il y a, disons, les activités techniques, voilà, l'acte chirurgical, et puis il y a tout l'environnement autour, la discussion, la communication. Et plus on s'intéresse à la sécurité, plus on est focalisé sur ces facteurs humains. Alors, ça t'a donné une définition, on pourrait aussi expliquer un peu la communication, coopération, la prise de décision, la compréhension de la situation. Donc c'est un peu ésotérique au début quand on rentre dans ce monde. Complètement. Voilà. Le but étant de convaincre que la direction dans laquelle on part, si je perds mes yeux, ça va être dommage pour moi, la direction dans laquelle on part dans le travail est fondée et donc que tout le monde puisse coopérer et aller dans le même but. C'est le cas dans mon avion avec l'équipage, donc j'essaye de les fédérer. Je pense que c'est la même chose dans le bloc opératoire. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est que je vais rebondir sur le mot équipage. Nous, c'est une équipe. C'est-à-dire que l'équipe, quand même, elle est mutualisée, mais on la connaît un peu quand même. Voilà, c'est la même équipe tous les jours, qui tourne sur une équipe de 10-15, mais il y a un relationnel qui est différent et j'aurais voulu que tu t'insistes sur la notion d'équipage en aéronautique et d'équipe. Voilà. Moi, c'est particulier puisque l'équipage se constitue à chaque vol avec des personnes différentes. Alors, je présume que toi, tu côtoies régulièrement les mêmes personnes, donc tu connais les caractères, les égos, les manières de travailler de chacun. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, on a été obligé d'établir depuis très longtemps des fiches de poste. Chacun a une sorte de partition à jouer. Et donc après, tout ce qui change, c'est la manière d'aborder les gens, puisque le travail est censé être bien connu. Et pour que tu arrives à fédérer toute ton équipe, c'est la manière de te comporter, de leur parler qui importe. Je me permets d'intervenir quelques brèves secondes. Olivier, vous avez prononcé un mot qui est le mot « égo ». Vous le savez, vous ne l'ignorez pas, vous appartenez tous les deux à deux professions dont on dit, alors à tort ou à raison, expliquez-nous, que vous avez des égos élevés, à des niveaux d'égo importants. Vrai, pas vrai, pourquoi, comment ? Je sais pas, je te laisse répondre, hein, c'est une question. Je dirais que c'est moins vrai qu'avant. Alors d'abord, il en faut de l'ego, parce que si on n'a pas d'ego, on n'est pas capable de prendre de décision. Hein, voilà. Je pense que tu en conviendras. Maintenant, ils ont été plus maîtrisés, plus nivelés ces dernières années. C'est-à-dire que, je parle en ce qui me concerne dans l'aviation, on avait d'anciens pilotes avec de forts caractères, de forts égos qui étaient quasiment ingérables et qui n'écoutaient pas éventuellement l'avis du copilote ou de l'équipage. Alors qu'il faut en tenir justement compte, et c'est ce qui se passe maintenant pour améliorer la sécurité des vols. Donc ces gens-là sont partis à la retraite, et avec les formations de facteurs humains qui sont assez récentes chez nous quand même, hein, je te dis, ça fait 20 ou 25 ans qu'on a commencé à creuser le sujet et à le développer. Et donc avec ces formations facteurs humains, on arrive à lisser les égos, et donc ça n'empêche pas que chacun en a un, mais on tient compte de l'avis des autres pour pouvoir prendre une décision. Oui, enfin, pour nous, l'intérêt qu'on porte maintenant sur les facteurs humains, c'est extrêmement récent, c'est quelques années. Alors toi, tu me dis 20-25 ans, pour nous, c'est de l'histoire presque, 20-25 ans. Bon, c'est quasiment votre génome. Mais les anesthésistes réanimateurs se sont intéressés à l'aéronautique pour standardiser leur métier, pour augmenter la sécurité. Les chirurgiens commencent maintenant à s'intéresser à l'aéronautique, notamment dans certaines spécialités, qui est la mienne, c'est-à-dire où il y a quand même, on met en jeu une équipe avec beaucoup de technologies, comme la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, où il faut gérer une équipe. Et c'est vrai que même si ce sont des équipes qu'on connaît bien, la tendance est à la mutualisation, au partage. Bon. Donc on est confronté aux mêmes contraintes économiques que vous. Et donc pour pouvoir répondre à de la performance et à de la sécurité, on est obligé d'appliquer à peu près les mêmes règles que vous sur les facteurs humains. Voilà. Donc on découvre ce monde. Et donc on essaie de faire l'analogie avec l'aéronautique, qui n'est pas le même métier, mais en revanche, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est la même culture que vous, c'est-à-dire la culture de la sécurité et de la standardisation. Et comment est-ce que justement tu fais le lien avec ce que nous avons développé dans l'aviation ? Tu arrives à avoir des intervenants de l'aviation qui viennent t'aider à mettre ça en place ou pas ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que
pour gérer les complications péropératoires qui sont extrêmement stressantes, on a développé des programmes de simulation. Et pour ces programmes de simulation, on a fait venir des pilotes pour nous expliquer ce que c'était que les facteurs humains, la communication sécurisée. D'ailleurs, voilà un point commun, un autre point commun entre vos deux métiers. Jean-Marc, vous parlez de simulation. La vie du pilote n'est pas qu'en vol, elle est aussi en simulateur, et tous les 6 mois, je crois. Alors oui, tous les 6 mois, il y a 2 contrôles de simulateur. Ensuite, tous les ans, tu as un contrôle médical, donc ça c'est important. Et tu as tous les 2 ans maintenant, c'est un truc nouveau, c'est un contrôle en vol. Voilà. Donc nous, on est régulièrement contrôlés. Alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, si vous avez une autorité qui vient voir un peu quel est votre niveau, ou si vous vous auto-évaluez. Je suis assez curieux de savoir comment ça marche. C'est exactement comme vous. Ces process-là, ça fait 20-25 ans que vous êtes rentrés dans ces systèmes d'ultra-sécurité ou de systèmes ultra-sûrs. Et nous, on commence à y rentrer, c'est-à-dire de l'évaluation régulière, de la certification, de l'accréditation des médecins. Donc on rentre là-dedans, mais ce n'est pas encore mis en place, puisque c'est extrêmement compliqué de recertifier, de réaccréditer un chirurgien. Ce n'est pas si simple que ça. Il est évalué par qui, le chirurgien, justement? Le chirurgien est évalué par qui dans ces cas-là? Alors d'une part, il est évalué normalement par lui-même sur son activité, sur ses datas qui rentrent. Il s'auto-évalue, il s'évalue aussi par ses correspondants. Le chirurgien qui ne s'est pas opéré, il a peu de correspondants. Par ses pairs, mais aussi, effectivement, l'idée, c'est d'avoir du benchmarking avec les autres services et tout ça. Donc, on commence à arriver dans ce système de l'évaluation et de l'accréditation, et on en a pour 20-25 ans. Mais Sylvain, je me permets juste parce que, pour terminer sur la simulation, encore une fois, j'ai pas envie que les gens comprennent que la chirurgie, c'est un vieux métier qui est en train de se réformer, mais c'est une culture qui est en train d'arriver, et la formation par la simulation arrive en chirurgie, au même titre que l'aéronautique, mais avec des difficultés parce que l'avion, c'est l'homme qui l'a créé. L'homme, c'est pas l'homme qui a encore créé l'homme. Donc il y a un niveau de complexité qui est un peu différente, et notamment de reproductivité de ces scénarios et tout ça. Je voudrais insister à ce niveau de notre programme sur 2 différences importantes qui caractérisent vos 2 professions. La première, c'est qu'on l'a évoqué un peu en filigrane, c'est que tous les 6 mois, Olivier Blanchard, pour son avion, il peut être complètement remis en cause, voire interdit de vol si la visite médicale n'est pas bonne. Ça, c'est effectivement, ça ne caractérise pas le parcours professionnel du chirurgien. Et puis, deuxième chose, c'est ce que j'appelle la parabole de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire dans les œufs au bacon. Dans les œufs au bacon, il y a 2 niveaux d'implication. La poule, elle est concernée avec son œuf. Le cochon, à travers le bacon, il est très impliqué. Alors, c'est vrai que le pilote, pardonnez-moi cet exemple, mais il serait plutôt du côté du cochon. Je suis encore dans la poêle, là. Excuse-moi, Sylvain. Là, dans la mesure... Enfin, peut-être non, on va finir en bistrot. Voilà. Dans la mesure, pour synthétiser, pour faire très simple, si ça se passe mal, le commandant de bord, ça se passera mal pour lui. Si ça se passe mal en bloc, ça ne se passe jamais au niveau de son intégrité physique, en tout cas mal pour le chirurgien. Vous avez envie d'en parler ? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il faille poser ces choses-là en ces termes-là. Dites-nous. Simplement pour le pilote, effectivement, il est engagé, comme on peut le dire dans cette blague-là, mais on n'a qu'une envie, nous, c'est de rentrer pour voir notre famille le soir. Donc on ne pense pas à tous ces trucs, ces choses-là. Ce qui nous importe, c'est la mission. Donc on transporte des passagers dans des bonnes conditions de sécurité, on gère notre équipage, et puis ça se passera comme ça. Mais après, voir le drame tout de suite et voir à quel point ça peut être engageant, si on garde ça à l'esprit, je crois qu'on n'est plus capable de faire travailler son travail correctement. On est trop oppressé par le stress. Voilà. Enfin, ceci dit, c'est quand même un peu vrai. Je veux dire, quand tu montes dans l'avion, tu décolles avec tes passagers, et donc tu as quand même une implication inhérente sur la sécurité. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on est des professionnels, on a quand même une éthique, quand même qui est très forte. Je veux dire, on ne se jette pas sur un malade comme ça. Et malgré ça, évidemment, si ça se passe mal pour le malade, le chirurgien il est toujours là, le malade il n'est pas là. Bon. C'est vrai. Donc cette différence, elle est quand même importante à prendre en considération. Et les systèmes, en fait, pour moi, c'est la culture qui doit changer, et très jeune. C'est-à-dire qu'on passe d'une médecine, je vais revenir après sur le sujet, d'une médecine très individuelle, médecin-patient, on passe à une médecine d'équipe, avec cette notion d'équipe, de structuration de l'équipe, de responsabilité d'équipe. Bon. Et donc ça, il y en a pour 10-15 ans à changer tout ce système. Et ça va commencer par l'université, avec notamment la réforme des études de médecine, de l'internat, où on avait un système concurrentiel d'excellence. Alors pour travailler en équipe, ce n'était pas facile. Voilà. Olivier, comment le métier de pilote de ligne, qui est votre métier, est en train d'évoluer ? Alors,
Il évolue progressivement, il est quand même bien à maturité pour l'instant, je pense. La preuve, puisqu'on a réussi à avoir un taux d'accident quasi nul l'année dernière. Il faut le rappeler, ça doit améliorer d'ailleurs la confiance que les passagers peuvent avoir plutôt que la trouille que tout le monde a de monter le en avion. trafic aérien a augmenté dans des proportions très importantes et le taux de sécurité a été ramené à un taux proche de 0. Donc il est, on va dire, à maturité pour l'instant. Maintenant, il est en train d'évoluer, alors dans certaines régions du monde, comme en Asie, de manière exponentielle, avec des cultures, on en a parlé tout à l'heure, avec des cultures qui n'ont pas tout à fait la même approche, avec des gradients d'autorité qui sont extrêmement importants dans les cockpits, où le commandant de bord fait tout, le copilote ne fait rien, quasiment rien, peut-être la radio de temps en temps, et il faut 3 ou 4 ans avant d'accéder à des fonctions progressives dans l'avion. Donc là, il va se poser un problème, je pense, dans ce métier-là, dans les années à venir, parce que la sécurité des vols que l'on a acquise avec toute notre ouverture d'esprit d'occidentaux, va peut-être se retrouver mise en question par cette approche de culture un peu plus fermée et autoritaire asiatique dans les cockpits. Ça reste à voir, c'est pas un pronostic. Oui, parce que ça, c'était une question qui me tracasse, c'est est-ce qu'un pilote français de chez Air France, c'est le même qu'un pilote américain de chez Delta Airlines? Non. Autour d'une bière, oui. Ouais. Et, voilà. Et avec sinon, modération. Bien entendu. Non. Et en plus, on n'a pas tout à fait non plus les mêmes... Quelle est la différence? Parce que c'est très standardisé comme métier. Oui, alors, chez Air France, en France, pas que chez Air France d'ailleurs, on a tendance à essayer parfois de compliquer un petit peu les choses, là ça pourrait être simple, alors que chez les Américains, c'est très pragmatique, ça va direct au but, et ça ne s'encombre pas de fioritures pour les procédures. Dans ce sens-là, on est un petit peu différent. Maintenant, peut-être que nous, ça vient non seulement de notre culture, mais de notre histoire, puisque c'est quand même en France que même les Américains sont venus faire éclore l'aviation au début, et donc on est tous issus depuis les années 1900. Bon, voilà. On s'appuie beaucoup quand même sur ce monde anglo-saxon qui depuis très longtemps a organisé l'équipe, les checklists et tout. C'est plutôt le monde anglo-saxon que le monde latin. Bon. Mais alors par rapport à l'Asie, il y a une différence. Il n'y a pas de leadership, c'est de la hiérarchie pure. Exactement, c'est de la hiérarchie pure avec un système punitif. Alors ce qui a amélioré la sécurité des vols aussi en aviation, c'est l'absence de punition quand on rapportait des faits et qui pouvaient être jugés graves, de manière à pouvoir les juger après, en dehors des personnes, pour pouvoir prendre des décisions et améliorer les choses. Le système en Asie est devenu punitif. Sylvain, je voudrais insister là-dessus parce que là tu viens de dire quelque chose qui... Et le fondement de votre métier, c'est l'erreur est humaine. Absolument. Et ça, c'est dans votre génome, je crois, depuis toujours. Et expliquer l'erreur, l'analyser et l'améliorer, c'est votre génome. Et nous, il faut que ça le devienne. Alors évidemment qu'on a des staffs, des retours d'expérience et tout ça. Mais c'est quand même, on a une espèce de culpabilité, puisque là, dans la relation chirurgien-malade. Et cette culpabilité, on passe de la culture du blame and shame à cette culture juste que vous avez. Et ça, c'est un point essentiel qu'on doit apprendre, à mon avis, très très jeune, il ne faut pas avoir peur. Elle n'est pas facile à mettre en place et à chaque fois c'est ténu pour arriver à trouver le bon équilibre entre ceux qui sont partisans de la punition, parce que de temps en temps il faut quand même, quand ça a outrepassé toutes les bornes, donc c'est une déviation volontaire, sanctionner quelque chose ou au moins formaliser la chose, et puis l'approche plus faire de cette histoire-là. Là, je crois qu'à ce stade du programme, on peut les laisser continuer. C'est parti, le rythme est pris. On pourrait en faire 1h30. D'ailleurs, pourquoi pas. Une prochaine fois, d'ailleurs, sur Facebook Live, comme on le fait sur PNTV de temps en temps. Simplement, pour terminer le programme, messieurs, parce que les secondes passent, je vais peut-être vous demander une question courte et une réponse courte. Qu'est-ce que le pilote a toujours voulu savoir du chirurgien ? Quelle est la question qui le titille, qui le taraude? Et puis ensuite, quelle est la question, qu'est-ce que le chirurgien a toujours voulu savoir sur le pilote? Olivier. Mais comment gères-tu ton stress? Je le travaille. Parce que quand on est jeune, on a l'impression de ne pas être stressé. Puis en vieillissant, on stresse. Pas parce que c'est Tu le ressens. Ouais. Est-ce que c'est la considération de la responsabilité qu'on a par rapport à l'autre, le privilège de soigner les patients? Mais en tout cas, le stress monte. Et le stress monte aussi... c'est un peu particulier dans mon domaine, c'est qu'on fait beaucoup d'innovation. Et dans l'innovation, on sort de sa zone de confort perpétuellement. Et pour ça, le travail par la simulation, où on travaille là-dessus avec un psychologue sur le stress aigu. Je pourrais te retourner la question d'ailleurs. Voilà, mais... Alors pas forcément la même, Jean-Marc Bast. Quelle est la question qui me truc, c'est la plus intime. Comment t'imagines ton métier dans 20 ans? Très différent de maintenant, je l'imagine, très automatisé, peut-être même. Ce sont les recherches actuelles chez Airbus, avec un seul pilote et un gigantesque ordinateur qui gérait tout. Alors pour quelle raison?
Des notions de coût ou pour améliorer encore la sécurité? Pour la sécurité, je pense qu'on est à un bon niveau et que c'est même raisonnable de garder 2 personnes. Ouais. Mais ça, c'est un jugement personnel. Parce Quand que vous je pense- étiez 3, vous vouliez en garder 3. Maintenant, vous êtes 2, vous voulez en garder 2. Est-ce qu'on n'en est pas un peu dans ce genre de Oui, mais de pour vision prendre des une choses décision collégiale, il faut être au moins Il faut 2. être au moins Est-ce deux. que l'ordinateur est le mieux placé pour prendre une décision collégiale? Je pose la question. Voilà, ça reste ouvert. Moi, je pense qu'il vaut mieux garder 2 pilotes, mais après, le sens de l'industrie et des coûts, ça sera plutôt un En pilote. tout cas, pour faire Interface la rencontre inattendue, une certitude est qu'il faut être 3. Merci d'avoir été Merci, Sylvain. les deux invités de ce 3e Jean-Marc. Merci. numéro d'Interface. On est passionné évidemment par vos sujets, comme on l'est d'ailleurs avec ceux que nous avons su pour les 2 premiers numéros. Vous voulez les revoir, eh bien vous allez sur parisnormandie.fr, rubrique vidéo, PNTV. Vous faites en barre de requête Interface la rencontre inattendue et vous verrez nos 2 précédents numéros. Merci, bon vol Merci, à et bientôt. bon bloc Merci, opératoire, bonne opération. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, Et Jean-Marc. nous, on se retrouve dans un mois pour un 4e Interface, la rencontre inattendue. À très vite. Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous a présenté Interface, la rencontre inattendue.